Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'émission de radio préférée que vous avez, l'émission Parlons laïcité. Alors aujourd'hui, on vous avait proposé de recevoir Laurent Kupferman. Nous sommes le jeudi 3 novembre et hélas, Laurent Kupferman a une obligation professionnelle avec le rendez-vous d'un ministre, s'il vous plaît. Mais donc, on n'a pas pu le recevoir aujourd'hui et on le recevra un peu plus tard. Mais c'est pas grave, on va faire de mauvaise fortune bon cœur, puisque nous avons un éminent représentant d'une affaire très importante, l'affaire de Creil, qui va nous en parler, François-Joseph Roux. François-Joseph Roux a été dans le passé directeur d'une mission locale et c'est lui-même qui a créé la mission locale d'Évry-Courcouronnes. Il a fait partie des fondateurs. Et donc, il va nous parler de cette affaire qu'il a pu suivre de manière assidue, l'affaire de Creil. Eh bien, on te laisse la parole pour nous présenter le sujet. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Bonjour Jérémy. Et merci Jérémy, merci au réseau de me permettre d'évoquer devant vous cet événement qui commence à être daté un peu. Si je mettais une gifle à la laïcité qui nous unit tous, je dirais, elle a 33 ans comme l'âge du Christ. Donc c'était il y a 33 ans qu'effectivement est apparu dans le paysage médiatique, et je dis bien médiatique, vous comprendrez pourquoi, cette affaire de Creil. Mon propos sera simple, je vais vous survoler ce qu'a été l'année 89, qui est quand même pour le monde et pour la France une année clé. Vous rappeler la situation géographique de ce que peut être cette ville de Creil, parce que c'est pas innocent. Quelle est sa situation démographique, sociologique, politique, surtout parce que ça joue. Avoir un bref rappel, survol, de façon à ce que vous ayez un fil rouge de ce qui s'est passé, les différents intervenants, l'analyse de la crise, entre guillemets, et finalement, on n'est jamais aussi mieux servi que par soi-même. Je me référerai et je ferai quasiment que lire l'interview fleuve que le principal de l'époque, M. Chénière, avait donné pour le 30e anniversaire de Creil, où il a eu le temps, à plus d'un titre, de survoler la chose et d'avoir un esprit critique, celui qui était le sien, pour nous montrer le chemin à suivre. Alors l'année 89, en France, souvenez-vous, nous sommes en 89, c'est l'année du bicentenaire de la Révolution. Tout est tendu dessus, donc c'est l'année de la République par excellence. Un comité a été fait qui va célébrer avec faste, avant Jean-Paul Goude, tous les aspects de cette République, sa solidité, puisque ça fait 2 siècles. Et nous sommes juste un an après l'élection présidentielle, où on a vu émerger quand même des forces politiques que l'on n'avait pas vues d'ici là. Nous sommes sur la reconduction de François Mitterrand, c'est-à-dire le 2e mandat de François Mitterrand. Et les principaux acteurs que vous allez voir sont son Premier ministre, Michel Rocard, le ministre de l'Éducation de l'époque, certain Lionel Jospin, qui va être là, et à moindre effet, bien qu'il soit le ministre de la tutelle des cultes, Pierre Joxe, ministre de l'Intérieur. Ça, c'est pour la France. Au niveau mondial, l'année 89 est une année aussi une année de rupture. Souvenez-vous, je vais vous donner les quantièmes exacts parce que ça vous permettra d'avoir des points de repère. Le 15 février, l'armée rouge se retire totalement d'Afghanistan. La première fois que l'armée rouge est battue. Le 4 juin, vous vous souviendrez aussi, peut-être tellement l'image vous a marqué, l'armée chinoise réprime la manifestation démocratique de la place Tiananmen. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe. Le 2 décembre, juste après, à Malte,
les présidents Gorbatchev et Bush père signent la fin de la guerre froide. Immédiatement après, du 16 au 22 décembre a lieu la révolution roumaine, c'est-à-dire la traînée de poudre qui va désagréger l'ex-pacte de Varsovie. Le 20 décembre, histoire de regarder autre part, parce qu'une tentative a lieu, les Marines débarquent à Panama. C'est la première intervention hors États-Unis depuis la guerre. Et le 22 décembre, la révolution se termine par le renversement et la disparition du couple Ceausescu. Tout ça pour montrer que nous sommes sur des périodes de rupture. J'ajouterais qu'en politique internationale aussi, est créé à Alger un Front islamique du salut, qui va être un regroupement électoraliste en vue de prochaines élections, qui est autorisé, encore une fois, par la lâcheté des autorités, dans la mesure où la constitution algérienne, issue du conflit algérien, interdisait qu'il puisse exister des regroupements qui soient purement confessionnels. Nous sommes là, c'est l'épreuve qui est là, ça a un intérêt. Il n'y a pas encore de printemps arabe, il n'y a pas encore eu l'Irak, il n'y a pas encore eu... mais on commence à avoir effectivement une volonté de revendication identitaire du côté de l'islam conquérant. Alors, après avoir vu le monde, nous allons voir notre champ d'action. Déjà, nous sommes dans un département, nous sommes dans une région qui est la région des Hauts-de-France aujourd'hui, qui est le département de l'Oise, qui est un département qui a la particularité d'être à la fois très rural, très historique et en même temps très industriel. Une bonne partie sur les grandes vallées fluviales se sont développées tout au long du 19e siècle, nombre d'industries. La preuve en est, juste à côté de Creil, le plateau de Creil était le lieu résidentiel des patrons qui avaient les usines à Montataire, qui sont juste à côté. Donc, elle est située donc, dans la vallée de l'Oise, au nord de la région parisienne. C'est une ville de plus de 35 000 habitants, qu'on appelle les Creillois, qui est le centre de l'unité urbaine de Creil, 120 000 habitants, qui en fait la première conurbation du département de l'Oise. Alors, après les 30 glorieuses qui ont marqué le retour de l'activité dans la commune et l'agglomération, 3 entreprises vont embaucher plus de 4000 personnes. Usinor, qui en fait représente les forges de Montataire, Francolor, l'usine de produits chimiques qui est basée à Villiers-Saint-Paul, c'est la banlieue immédiate, et l'usine Brissonneau et Lotz, qui est plus connue sous le terme d'usine Chausson, et qui va fournir tous les matériaux pour les usines Renault, Peugeot et Matra. Donc pour ces demandes de plus en plus fortes de développement industriel, il va y avoir un appel de main-d'œuvre de plus en plus qualifiée, il va y avoir besoin de la construction de nombreux logements. Et c'est à la fin des années 60 que cette industrie qui était florissante commence à connaître de nombreuses difficultés et les usines ferment. Les usines ferment, créant donc sur place d'énormes migrations, des migrations pendulaires. Autant les gens partent vers Paris, vers un autre centre d'attraction, autant arrivent d'autres populations qui, cette fois, elles, sont attirées par les logements sociaux, notamment ceux du plateau. Et donc, c'est la politique de la ville qui est mise en place récemment, dirais-je, juste à ce moment-là, qui tente de contrecarrer cette évolution de double mouvement pendulaire. Au point de vue politique, parce qu'il y a un point de vue politique, puisque c'est depuis la libération, même depuis la guerre surtout depuis la libération, mais surtout depuis la fin de la guerre de 1914, les maires Creil et sa région, sa circonscription, sont un bastion et un fief du Parti socialiste. De 1963 à 2013, même 2008, l'essentiel des maires seront des enseignants. Je parle d'Antoine Chanu, qui a été maire de 63 à 77, qui était principal de collège. Je parle de Jean Ossian, de 77 à 2001, qui était aussi président du district urbain et surtout maire député de l'Oise. C'est lui qui sera là au moment de l'affaire. Et depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, Christian Grimbert, qui est enseignant. Il est patron aussi. Donc on a donc deux choses. On a des forces en présence qui sont une dépopulation, un fief
politique, une unicité, une unicolore de pouvoir de représentation politique et surtout une représentativité professionnelle. Ça aurait été des chez charcutiers, ça aurait pris un autre truc. Ce sont des enseignants. C'est l'école qui sera attaquée à Creil. Alors, puisqu'on parle d'école, l'éducation nationale, il faut savoir que donc, Creil, c'est 19 écoles maternelles publiques, 16 écoles élémentaires publiques, 4 établissements publics secondaires, 3 collèges, le collège Jean-Jacques Rousseau, qui est en zone d'éducation prioritaire, le collège Gabriel Avez, c'est celui qui nous concerne et où auront lieu, se dérouleront les événements, et le collège Jules Michelet. Il y a un lycée technologique, qui est le lycée polyvalent Jules Hury, qui était un lycée général et autres, et qui travaille en partenariat avec l'Institut d'études politiques de Paris, les coordonnées de la réussite et autres, qui a beaucoup évolué. Peu d'établissements tertiaires, c'est-à-dire qu'on a juste un institut universitaire de technologie qui est en fait l'université de Picardie sur le site de Beauvais qui est décentralisé là-bas. Il n'y a pas de Crous, il y a une petite résidence universitaire, c'est tout. En ce qui concerne l'enseignement hors et sous contrat, il est à noter que sur Creil lui-même, il n'y a aucun établissement dit sous contrat. 10 écoles sous contrat sont réparties dans un rayon de 15 km autour de Creil. Je parle de l'enseignement confessionnel, comme des écoles Montessori, aussi, qui sont inclus dedans. De même pour les collèges, qui sont des collèges sous contrat. On les trouve à Gouvieux, on les trouve à Chantilly, on les trouve à Compiègne, et 2 lycées libres, qui sont effectivement sur Compiègne et sur Gouvieux. Depuis peu, la date est pas connue, il existe un lycée hors contrat, le lycée Al-Ghazali. Vous pouvez voir, il figure sur les... On va ça sur Internet, où il est très, très peu dissert sur ce qui s'y fait. Les élèves sont dans la moyenne des élèves, le taux de réussite est moyen, voilà l'email pour nous contacter. Donc ça veut dire que voilà où on en est. Le résumé, je vais vous faire un résumé direct de l'affaire. Au mois d'octobre, avant de résumer, pour vous figer la chose, après on rentrera dans le détail. Au mois d'octobre 1999, le collège Gabriel Avez, H-A-V-E-Z, c'est un ancien maire, de Creil, dans l'Oise, situé en zone d'éducation prioritaire, ZEP, exclut au nom du principe de neutralité de laïcité scolaire 3 élèves qui refusent d'enlever leur foulard islamique en classe. Si le 9 octobre, le principal du collège, après avoir négocié avec les familles, obtient que le foulard soit retiré pendant les cours, l'affaire devient nationale et la politique s'engage. Vous aurez dans le récit que je vais vous lire, parce qu'il faut le lire, de M. Chénière, le principal, l'engagement et le déroulement des choses, montrer de l'emballement médiatique. Le ministre de l'Éducation nationale, Lionel Jospin, sollicitera l'avis du Conseil d'État qui répond de façon nuancée, la formule est belle, le 27 novembre 1989, en français un peu trivial, je vous dirais qu'il tape en touche. Il rappelle le droit des élèves à manifester des convictions religieuses dans l'école, mais établit des limites à l'expression des signes religieux ayant, je cite, ayant un caractère ostentatoire et revendicatif. Un autre arrêt du Conseil d'État, en novembre 1992, à propos d'une affaire identique au collège Jean Jaurès de Montfermeil, impose cependant la réintégration d'élèves exclus pour le port du foulard, encourageant ainsi les groupes islamistes qui défendent ardemment le voile. La question rebondit périodiquement pendant 15 ans, posant surtout le problème de l'intégration des musulmans dans la société française. Les féministes soulèvent également la question du caractère inégalitaire du voile pour les femmes musulmanes. Dans ce contexte, et alors que l'islam radical progresse en France, une commission présidée par Bernard Stasi est chargée par le président de la République Jacques Chirac en juillet 2003 de réfléchir à l'application du principe de laïcité dans la République. Rendant son rapport le 11 décembre 2003, elle révèle des atteintes préoccupantes à la laïcité. Suivant l'une des conclusions de cette commission, Jacques Chirac se prononce en faveur d'une loi interdisant le port des signes religieux ostensibles, entre guillemets, par les élèves dans les établissements scolaires publics. Cette loi est adoptée le 15 mars 2004 et appliquée à partir de la rentrée 2004. En 1989, l'exclusion de ces 3 collégiennes refusant d'enlever leur voile provoque 2 mois d'hystérie médiatique et de débats intellectuels et politiques, plus qu'une politique
Plus qu'une polémique appartenant au passé, cet événement a posé les jalons d'un débat qui se poursuit encore aujourd'hui. À mon avis, le fait qu'un enfant arrive avec un foulard ne doit pas être un motif pour l'exclure ou pour ne pas l'accepter à l'école. Ça me paraît être le principe fondamental. On accueille d'abord l'enfant. La position officielle à l'époque du ministre de l'Éducation, vous avez reconnu la voix de Lionel Jospin. Sa position a depuis largement évolué, semble-t-il. Il est intéressant de savoir que Madame Jospin, philosophe contemporaine, Sophie Agacinski, ne partageait pas tout ça et est beaucoup plus proche de Madame Badinter de ce côté-là que de son mari à l'époque. Donc revenons sur l'événement en lui-même, de façon à pouvoir le voir de manière un peu plus séquentielle, de pouvoir le dater. C'est le 18 septembre 1989, à la rentrée. Le principal du collège de Creil exclut de son établissement 3 jeunes filles, Leïla, Fatima et Samia. Une est tunisienne, les 2 autres, sœurs marocaines, portent un foulard indiquant à leur famille que le voile est une marque religieuse incompatible avec le bon fonctionnement d'un établissement scolaire. Notre objectif est de limiter l'extériorisation excessive de toute appartenance religieuse ou culturelle. Je vous prie de leur donner la consigne de respecter le caractère laïque de notre enseignement. C'est ce qu'écrit le proviseur principal, M. Chénière. Le 18 septembre, donc, Ernest Chénière, principal du collège, écrit aux familles des trois élèves alliés. Celles-ci sont interdites de cours tant qu'elles n'acceptent pas d'ôter leur foulard. Malek Bouti, alors vice-président d'Harlem Racisme, de SOS Racisme, trouve scandaleux que l'on puisse, au nom de la laïcité, intervenir dans la vie privée des gens, malmener les convictions personnelles. Dans l'Humanité du 6 octobre 89, il critique la volonté de mettre l'islam au ghetto, les relents de racisme, la démission éducative. Et d'ajouter que SOS Racisme demandera la réintégration des 3 élèves. En aucun cas, une sanction ne peut être infligée à des élèves en vertu de leur foi. Il faut lui rendre à César ce qui est à César. En 2015, de manière virulente, Malek Bouti regrettera cette prise de position. Lionel Jospin, vous l'avez entendu, ministre de l'Éducation à l'époque, déclare le 8 octobre qu'il faut respecter la laïcité de l'école, qui doit être une école de tolérance où l'on n'affiche pas de façon spectaculaire ou ostentatoire les signes de son appartenance religieuse. Il ajoute cependant que l'école est faite pour accueillir les enfants et pas pour les exclure. Les 3 élèves du collège Gabriel Avez retournent à l'école le lundi 9 octobre 89 à la suite d'un accord entre les parents et le collège. Les filles pourront mettre leur foulard dès la sortie des cours et les retirer avant d'y entrer. À ce moment-là, plusieurs affaires médiatiques relancent la controverse sur l'étendue du territoire de la République, à Marseille, Avignon, Beaucaire notamment. Je vous laisse deviner Mayotte. Bon. Lors de sa séance à l'Assemblée nationale le 3 novembre 1989, c'est ce que vous avez entendu. Lionel Jospin, soutenu par Jacques Lang, alors ministre de la Culture, est vivement critiqué par l'opposition libérale et le Parti communiste, mais aussi par plusieurs députés socialistes, parce qu'ils ne respectent pas le principe de laïcité. Les enseignants du collège de Creil demandent à Lionel Jospin de venir dans leur établissement pour expliquer ces directives. Vous avez tous en tête l'image des députés du Puy-de-Dôme qui sont arrivés voilés avec des foulards en séance. Le 4 novembre 1989, Daniel Mitterrand se prononce pour le respect des traditions, l'acceptation des filles violées à l'école. Marie-Claire Mendès-France l'accuse alors de faire le lit de la charia musulmane. Devant la volonté de Lionel Jospin d'accueillir les jeunes filles violées dans l'espace public, Elisabeth Badinter prend position contre cette décision. C'est à cette occasion qu'elle publiera le 2 novembre 1989 dans l'Obs, avec Régis Debray, Alain Finkielkraut, Elisabeth de Fontenay et Catherine Kinzer, un manifeste considéré comme fondateur, prof, ne capitulons pas. Dans cette tribune, la philosophe, avec les 2 autres signataires, dit craindre le Munich de l'école républicaine et fustige le communautarisme de Lionel Jospin. En autorisant de facto le foulard islamique, symbole de la soumission féminine, vous donnez le blanc-seing aux pères et aux frères, c'est-à-dire au patriarcat le plus dur de la planète. En novembre 1989, le Conseil d'État, saisi par le ministre de l'Éducation nationale Lionel Jospin, affirme que le port du voile islamique en tant qu'expression religieuse dans les établissements publics est compatible avec la laïcité, et rappelle qu'un refus d'admission ou d'exclusion dans le secondaire ne serait justifié que par le risque d'une menace dans l'ordre de l'établissement ou pour le fonctionnement normal du service d'enseignement. En décembre, le ministre publie une circulaire statuant que les enseignants avaient la responsabilité d'accepter ou de refuser le voile en classe au cas par cas. En septembre 1994, changement de majorité, la circulaire Bayrou distingue les signes discrets qui peuvent être admis dans les établissements publics et les signes ostentatoires qui doivent y être interdits.
Le problème n'est pas pour être résolu. De 1994 à 2003, 100 filles environ ont été exclues des collèges et lycées publics pour le port du voile islamique. Dans un cas sur deux, ces expulsions ont été annulées par les tribunaux. La situation devenait intolérable pour chaque proviseur étant seul face aux différents refus d'enlever le voile et prendre des décisions au cas par cas. L'égalité devant la loi n'est plus respectée, donc en décembre 2003, le président Jacques Chirac décide qu'une loi doit explicitement interdire tout signe religieux visible au nom de la laïcité. Il s'appuie sur une seule des propositions de la commission dirigée par Bernard Stasi, créée en juillet 2003, sur sa propre demande pour la préparer. Vous avez eu donc l'enchaînement factuel. On va rentrer sur le détail point par point. Je n'aurai pas la cuistrerie, et moi je voulais rester dans le constat, je ne veux pas émettre de jugement, fût-il positif, négatif, autre, puisque je soumets des faits à votre sagacité et à votre raisonnement. Je vais reprendre quasiment en lecture directe l'interview que Ernest Chénière, proviseur à la retraite, a donné il y a 3 ans pour le 30e anniversaire. Ça lui a permis effectivement de surveiller. Tout est repris dans la mesure où c'est Laurent Valdiguier qui l'interviewe. Et je pense que c'est le seul à pouvoir effectivement vous expliquer la manière dans laquelle il s'est retrouvé là-dessus et quelles ont été ses motivations profondes pour les mettre là-dessus. Je cède donc la parole à Ernest Chénière, proviseur. Alors, Ernest Chénière est un proviseur qui est né il y a 78 ans cette année. Il est né en Martinique, il est arrivé en France, il est fils d'instituteur. Il a commencé par être professeur avant d'intégrer le côté purement administratif. C'était il y a 30 ans jour pour jour. L'histoire retient qu'il est le premier à avoir dit non au voile. Ernest Chénière, l'ancien proviseur principal du collège Gabriel Havès de Creil, où s'est jouée la première affaire du foulard, se souvient comme si c'était hier de ces semaines qui ont changé sa vie. Je pose la question et vous avez la réponse. Quand vous avez été nommé au collège Gabriel Havès en 1987, était-ce l'un des pires collèges du secteur? Réponse, un des pires de France, vous voulez dire. Et j'en ai la preuve. J'étais à Amiens à la fin d'une formation pour devenir principal lorsqu'est venu le jour où on nous faisait part de notre affectation. Quand je suis entré dans la grande salle où devaient se révéler les collèges de chacun, mes collègues se sont esclaffés. Je ne comprenais pas pourquoi. Ils riaient tant et ils se gaussaient. « T'es nommé à Gabriel Havès », a dit l'un. Moi, je ne connaissais même pas ce collège qui porte le nom d'un ancien maire de Creil. L'inspecteur responsable de notre groupe m'a pris à part, me tenant par le coude avec un air grave. Il m'a dit 2 choses. D'abord qu'il fallait y remettre de l'ordre. Ensuite que selon leur analyse, je présentais le profil requis pour cette situation. Pourquoi avez-vous choisi, d'après vous? Pour une série de raisons objectives, je pense. J'avais déjà été instituteur en banlieue, à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. J'avais enseigné 2 ans au Maroc. Je parlais arabe tout en ayant beaucoup étudié l'islam. Autre corde à mon arc, je ne cachais pas ma pratique des arts martiaux. Peut-être aussi sont-ce que mes origines antillaises et ma couleur de peau ont joué un rôle. Quoi qu'il en soit, l'éducation nationale m'avait choisi pour aller où personne ne voulait aller. Un résident a défini cette stratégie comme un parquage ethnique. Cette expression m'avait fait mal. Vous avez parlé à l'époque de poubelle sociale en évoquant le quartier de Creil où vous atterrissiez. Il n'y avait aucun mépris de ma part à dire cela. Je ne faisais que mettre des mots justes sur une réalité que je constatais qui était indéniable. J'avais déjà habité dans différents quartiers populaires, à Paris quand j'étais jeune, en banlieue parisienne et au Maroc. Mais là, c'était différent. Le maire socialiste de Creil avait depuis longtemps une stratégie consistant à drainer vers ce quartier du Rouer, sur le plateau, là on dit Rouer ou Rouet. Bon. En face du collège, les populations immigrées les plus déshéritées, socialement et les moins intégrées. Sur les 800 élèves, il y avait 36 nationalités. Ce quartier était à lui tout seul l'expression d'une hypocrisie de la société française qui se prétend accueillante mais pratique aussi une ghettoisation systématique. Ces gens-là étaient relégués, ils n'avaient aucune chance de s'en sortir. Un résident a d'ailleurs défini cette stratégie comme un parquage ethnique. Cette expression m'avait fait mal. Quelle a été votre première impression du collège? C'était l'île des fous, le bordel le plus intégral si vous préférez. J'ai rendu 2 visites à mon prédécesseur et je m'en souviens comme c'était hier. C'était un homme terrassé, abattu, il était cardiaque et m'a assuré que ses problèmes de cœur avaient commencé là. Nous sommes promenés dans les couloirs et j'ai vu de mes propres yeux des enseignants cracher à ses pieds. Le pauvre homme s'est contenté de hausser les épaules, il n'avait strictement aucune autorité sur l'équipe d'environ 70 enseignants. J'ai convoqué le caïd du collège dans mon bureau, il m'a provoqué, il s'est retrouvé au sol avec une clé au bras, il gémissait, je lui ai demandé s'il voulait que j'arrête ou que je continue.
Comment le collège s'est dirigé? Je me suis vite assez rendu compte, en 1987, quand je suis arrivé, il y avait un carturant d'environ 6 ou 7 professeurs, dont 2 d'éducation physique, qui étaient créois d'origine. Ils étaient tous en cheville avec la mairie. Politiquement, ils faisaient régner la terreur dans le collège, puisque tout devait passer par eux. Avec l'appui de la ville, cela faisait partie des anomalies. Quelles autres anomalies avez-vous découvertes? J'ai aussi mis fin à une histoire de cagnotte au foyer qui servait à payer des licences sportives pour qu'ensuite les élèves aillent prendre des cours de sport privés dans les gymnases voisins. J'ai expliqué aux enseignants que j'étais chargé d'une mission et que j'allais l'exercer. Tout le monde a compris que je ne serais pas un pion de la mairie, que je gérerais désormais des tableaux de service en toute transparence et avec impartialité. Un autre exemple me vient à l'esprit. Tous les matins et tous les midis, les retardataires entraient et sortaient. Je me suis mis aux grilles et à l'heure dite, je les ai fermés. Au bout d'une semaine, il n'y avait plus de retardataires. On a monté un ciné-club, l'association sportive a été relancée, le collège s'est remis à fonctionner sous ma règle. J'ai dû affronter une fronde initiée par des professeurs d'éducation physique proches de la mairie. Je me suis moi-même retrouvé en tête-à-tête avec l'un d'eux, ceinture noire de judo, et on s'est fait face. L'histoire ne dit pas la suite. Vous avez été la cible d'une opposition de la part de certains professeurs dès 1987. Oui, dès ma prise de fonction, j'ai dû affronter une fronde initiée par des professeurs d'éducation physique proches de la mairie. Je me suis moi-même retrouvé en tête-à-tête avec l'un d'eux, ceinture noire de judo, on s'est fait face, ma pratique des arts martiaux m'a rendu un grand service ce jour-là. Je suis ceinture noire de karaté, de kung-fu, et je pratique le sabre. Je crois qu'il a compris, et ça s'est arrêté là. Il y avait aussi un début de trafic dans le collège, de bandes de quartier qui tenaient sous leur coupe certains futurs collégiens. On parlait déjà de tournantes dans les caves, là encore les arts martiaux ont été utiles. Comment? J'ai convoqué le caïd du collège dans mon bureau, il m'a provoqué, il s'est retrouvé au sol avec une clé dans le bras, il gémissait. Je lui ai demandé s'il voulait que j'arrête ou que je continue. Il m'a dit « Pitié monsieur, arrêtez ». Et j'ai arrêté en lui disant qu'il faudrait désormais me respecter, qu'il fasse passer le mot. C'était malheureux d'en passer par là, je n'ai pas souhaité, mais je pense que c'était une chance pour un collège que les choses rentrent dans l'ordre. Mon katana est toujours posé sur mon bureau et dans son fourreau sur un support. Non pour menacer quiconque, mais parce qu'il m'imposait ses vertus, celles du Bushido. Le katana est l'âme du samouraï. Autrement dit, votre conscience doit être droite, lumineuse, pure et tranchante comme la lame de votre katana. Chacun savait, y compris les élus municipaux qui sont dans mon bureau, ce qui d'ailleurs les agaçait. Avez-vous souvent joué des coudes? J'avais beaucoup voyagé, je venais moi-même de la rue. Rien ne m'impressionnait. Une autre fois, avec 3 jeunes d'origine congolaise, j'aurais proposé de les prendre tous les 3 en même temps. C'était des durs, ils ont arrêté, je vous jure, et je jure rarement que le collège était une zone de non-droit. J'y ai ramené de l'autorité, du droit et de la citoyenneté, et j'ai remis le collège sur les rails. L'année 1988 s'est passée sans heurts. Comment débute l'affaire du foulard? Nous y voilà. Quand l'imam Khomeini a lancé sa fatwa sur Salman Rushdie et les versets sataniques début 89, il y a eu une petite scène d'hystérie dans la cour. J'avais reçu cela comme du cinéma. Puis un peu plus tard, en avril, les 3 jeunes filles arrivent voilées. Moi, je ne me rends pas compte tout de suite. Ce sont leurs enseignants qui m'alertent. Le visage des fillettes était en partie masqué, leur attitude en provocante. Les professeurs avaient échoué dans toutes leurs tentatives pour leur faire enlever ce voile. J'ai convoqué les élèves dans mon bureau à la demande des enseignants qui ne parvenaient pas à se faire entendre. Que leur dites-vous? J'avais vécu 2 ans au Maroc, beaucoup étudié différentes formes d'islam, comme je disais. Et je pensais qu'il suffirait d'avoir un langage autorisé d'adulte de savoir, entre parenthèses, savoir avec un grand S. Avec ces 3 élèves de 13 et 14 ans pour que les choses rentrent dans l'ordre. J'aurais donc parlé en mêlant le français et l'arabe, en leur expliquant pourquoi ce n'était pas acceptable au collège. Leur attitude restait hostile et cela m'a surpris. Normalement, ces enfants, culturellement, ont une attitude respectueuse avec l'homme de savoir, comme les maîtres sont appelés dans le Coran. Là, non. Elle était braquée, insensible à mes manifestations et aux sanctions qu'elles encouraient. Quand l'imam Khomeini a lancé sa fatwa sur Salman Rushdie et les versets sataniques, il y a eu une scène d'hystérie dans la cour. Puis, un mois plus tard, ces 3 jeunes filles sont arrivées. Et comment s'est-il passé? C'était juste avant les vacances de Pâques, elles sont parties en congé, et à leur retour, elles n'étaient plus voilées. On a cru que c'était fini. Avez-vous déjà entendu parler des affaires de voile à l'époque? Y avait-il des constitutions nationales? Non, rien. Je n'avais jamais entendu parler de cas similaires. Il n'y avait jamais été question, ni avec l'inspecteur d'académie, ni d'aucune consigne particulière. On n'était pas préparé particulièrement à gérer ce genre de problème à l'école, préparé étant entre guillemets. Mais les enseignants ont le sentiment, quand ces voiles sont apparus, qu'ils constituaient une provocation. Moi aussi, pour nous, c'était une évidence. En septembre 89, à la rentrée, les 3 frillettes reviennent porteuses de foulards. Exactement. Les sœurs Fatima et Laïla Achaboun et Laïla Saïdani, leurs professeurs, là encore, ont tenté de les dissuader, là encore en vain.
Ils sont venus me voir pour demander de régler ce qui devenait un problème. J'ai convoqué les fillettes, même mur hostile. Le 18 septembre, j'aurais donné une lettre d'explication à l'attention de leurs parents. Nous avons décidé de ne plus les accepter en cours avec ce foulard, mais de les accueillir au sein du collège en les installant au sein de documentation et d'information, physiquement connus sous forme de CDI. Espérant que le dialogue avec les familles, on va dire avec les pères, porterait ses fruits. Voilà ce que nous avons fait. Vous avez rencontré les parents. J'ai d'abord vu M. Saïdani, qui était tunisien. Il vendait des bonbons en face de la mosquée. C'était selon moi un intrigant. Il avait été violent avec la mère de Samira. J'ai essayé de le raisonner, de lui expliquer l'intérêt de sa fille, l'école, la laïcité, et très vite je me suis rendu compte qu'il ne voulait rien entendre. Il m'a prévenu que sa fille garderait le foulard et que c'était notre religion, disait-il. Le père Achaboun venait, lui, du Maroc. Il était descendu de l'Atlas pour travailler ici, à Creil. Je suis allé manger chez eux, sans jamais y voir la maman. D'ailleurs, je parlais arabe avec lui, et j'ai voulu lui montrer que je n'étais ni un adversaire ni un ennemi de l'islam. C'était quelqu'un de simple, mais très malin. Je suis sorti de là en me demandant pourquoi diable ils étaient si bornés. Il jouait le personnage du fella immigré au cœur pur et simple, dépassé par les événements, mais en réalité, j'ai eu l'occasion de visionner une interview qu'il avait donnée à une chaîne de télé anglaise dans la période, et où il théorise avec une détermination surprenante ses positions islamiques. Il ne pensait pas que cette vidéo aurait pu m'être envoyée de Londres. Avez-vous une explication à l'époque? Rien n'était encore médiatisé. Et d'un seul coup, je reçois une demande de rendez-vous d'une journaliste du Courrier Picard. Je la savais très proche de la mairie socialiste. Je l'ai reçue longuement pour expliquer les choses. Il faut bien comprendre que jusque-là, je ne faisais pas de politique. J'avais été militant dans ma jeunesse, mais pour des causes humanistes ou contre le colonialisme et les guerres du Vietnam. Pourtant, pour la mairie de Creil, j'avais la réputation d'être un homme de droite, entre guillemets. Je ne sais pas bien pourquoi. Ça trahissait simplement le fait que je n'étais pas docile. Sans cette clé, on ne peut pas comprendre ce qui va suivre. Le journaliste vient me voir et je comprends en discutant qu'elle avait déjà son opinion et que cette opinion était celle de la mairie. D'un mot, c'était moi le gêneur. J'étais quasiment responsable de ce qui arrivait. Et la solution était que je m'en aille, que tout rentre dans l'ordre. En partant, je lui ai suggéré de faire attention quand même, que la situation me paraissait un peu explosive, que le sujet c'était le foulard, que c'était pas moi. En fait, son article, j'y étais décrit comme quelqu'un de violent. Dans l'article du Courrier Picard, j'avais employé le mot intégriste et j'ai eu droit à un procès en diffamation, que j'ai d'ailleurs gagné en 1990. Cet article paraît le 8 octobre 1989. La polémique devient nationale et les choses à notre niveau sont hors de contrôle. Oui, tout le monde a joué avec le feu. Durant l'été, une association de jeunes musulmans de Creil s'est créée. Et à mon avis, toute cette histoire a été guidée de loin. Le plateau de Creil avait été choisi parce que c'est un lieu idéal et que la passivité complice et aveugle de la mairie allait y aider. Il y a eu un deal implicite ou explicite. La mairie, son but, c'était tout simplement de me faire partir. Dans l'article du Courrier Picard, j'avais employé le mot intégriste et j'ai eu droit à ce procès. Mais encore là, le but était de me faire partir. Nous rentrons dans les questions existentielles. Étiez-vous soutenu ou isolé au sein du collège? J'avais le soutien de la grande majorité des professeurs qui étaient tous contre le voile. Et aussi avaient bien compris ce qui se jouait et qu'il ne fallait pas lâcher prise. J'ai été reçu par le recteur, un brave homme qui n'entendait rien à ces questions et savait à peine de ce qu'était l'islam. Personne ne se rendait compte de rien à l'époque. Il n'y avait que cet inspecteur d'académie, un jeune. Il m'a convoqué un jour, c'était un jeudi. J'ai eu droit à une drôle de séance dans une salle mal éclairée de Beauvais avec 2 témoins. Il m'a fait la leçon pour me demander d'accepter en classe les filles avec le voile. Je cite. « Vous allez laisser entrer ces filles en cours avec leur voile, hurlait-il. » Je l'ai bien regardé. Là encore, les arts martiaux qui enseignent avant tout la maîtrise de soi m'ont bien aidé. Je lui ai demandé si on avait terminé. Je lui ai demandé s'il y avait une seule bonne raison de laisser ces filles entrer en classe avec leur foulard et que pour ma part, je n'en voyais aucune. Il n'en avait pas. Je lui ai donc demandé un relevé de conclusion écrit et qu'il me le signe. Évidemment, il a refusé. Lui aussi était grotesque. En 89, vous aviez aussi attaqué la petite communauté juive du lycée, du collège. Non, grand Dieu. Non, pas que je m'y attaque, mais en pleine affaire du voile, on vient me trouver en me disant « Vous voyez, il y a des collégiens juifs qui ne viennent pas au collège le vendredi après-midi et samedi matin à cause du Shabbat. » C'était normal d'exiger aussi que ça cesse. Je suis allé voir la responsable de l'association juive en charge de l'inscription de ces jeunes dans notre établissement pour lui expliquer la problématique. Elle s'est énervée. Attendez-vous au pire. Quelques temps plus tard, je recevais une lettre avec le sigle de l'ONU m'accusant tout simplement d'avoir pris des positions antisémites. Grotesque, encore une fois. L'éducation nationale m'a nommé proviseur dans un lycée où j'étais accueilli comme un homme de droite. J'y suis resté 1 an à subir une forme de lynchage de la part des enseignants locaux qui se revendiquaient de gauche. Avez-vous été surpris par la décision du Conseil d'État de fin novembre 89 disant que le voile était compatible avec la laïcité? Ce n'était que l'illusion du trop fameux courage fuyant. Je savais que personne ne comprenait bien ce qui se passait, qu'il y avait en France bien des forces à l'œuvre sur cette question.
Dans cette période, j'ai reçu 3600 lettres de soutien. L'affaire s'est terminée quand le roi du Maroc, Hassan II, l'a décidé. On l'a su après, mais l'ambassadeur du Maroc en France avait été convoqué par le ministre de l'Intérieur. Les fillettes et surtout leurs parents ont obéi dans la seconde. Juste après, dans le collège dans la ville, ça a été un grand soulagement. J'ai reçu d'innombrables témoignages de reconnaissance. Les 3 années suivantes ont été normales. En 1993, vous devenez député RPR, battant Jean Ancien, le maire socialiste de la ville. Pourquoi ce choix? Vous qui disiez ne pas faire de politique. Je suis un homme simple. Mes 2 parents étaient instituteurs, des hussards noirs de la République. J'aime la France, c'est les manuels d'histoire de Clovis à Clémenceau. Oui, à la rentrée de septembre 89, j'ai perçu qu'il y avait en France un problème avec la laïcité. Moi, le nègre, je cite dans le compte, je me rendais compte qu'un problème dont personne ne réalisait l'énormité et j'ai pensé que ma voix pouvait porter à l'Assemblée nationale. Moi, le petit Martiniquais venu au monde en Martinique, j'ai imaginé que je pouvais avoir une loi qui porterait mon nom sur ce sujet. Vous n'avez guère été entendu. Mes amis gaullistes m'ont écouté. J'ai rédigé 3 propositions de loi sur ces questions, mais c'est vrai, rien n'a abouti. La dernière étant même une proposition de réforme constitutionnelle, puisque je proposais qu'on ajoute au triptyque liberté, égalité, fraternité le mot laïcité. Tout cela est dans les cartons de l'Assemblée nationale. Ces questions faisaient peur. J'aime la France, celle des manuels d'histoire de Clovis à Clémenceau. En 1987, vous avez été battu. Oui, là encore, j'ai l'impression d'avoir été victime de règlements de compte souterrains, d'accointances secrètes entre le RPR de l'époque et le PS. D'un côté, on aide Éric Woerth à prendre la mairie de Chantilly, et de l'autre, on rend au PS la circonscription de Creil, qui a toujours été de gauche. J'ai été battu dans une triangulaire face au PS et au FN. Il faut préciser que pendant 4 ans, je vivais avec ma famille sous protection des policiers, du service de protection des hautes personnalités. Ma permanence a été saccagée. Une fois ou deux, un bâton à la main, j'ai fait reculer des groupes hostiles. Il était pour moi invivable de rester à Creil. Qu'êtes-vous donc devenu? L'éducation nationale m'a nommé proviseur dans un établissement où j'étais accueilli comme un homme de droite. J'y suis resté 1 an à subir une forme de lynchage de la part des enseignants locaux qui se revendiquaient de gauche, puis j'ai rendu les armes. Ma lutte était impossible dans un contexte marqué par un certain nombre d'appréhensions. J'ai ensuite été affecté à différentes missions jusqu'à ce qu'on me demande de prendre ma retraite il y a 10 ans. Oui, il a même été nommé à l'École nationale de l'équitation à Saumur. Pourquoi n'avez-vous jamais écrit vos mémoires et longtemps refusé de parler? Quand j'ai arrêté de travailler, j'ai passé 2 ans à Mayotte, j'ai écrit un livre sur cela. Mais je me suis fait voler mon ordinateur et même le disque dur de sauvegarde. J'ai jamais eu la force de recommencer. C'est pour cela que je crois au Fatoum. Ces 3 mois de l'automne 89 ont changé votre vie. Oui, bien sûr, plus les gens s'en nagent, plus aujourd'hui, je reste convaincu que j'étais placé en 89 dans le but de faire ce que j'ai fait. De dire non, en quelque sorte. Je crois même que toute ma vie avant 89, mon séjour au bonheur, les arts martiaux, ma naissance dans la rue, mes origines, tout m'avait préparé à cela. À tenir bon pendant ces 3 mois qui ont changé ma vie. Je crois dans ces fils invisibles. Je me suis retrouvé à Creil face à la première tentative d'ouverture d'une brèche dans la laïcité par un islamisme conquérant. L'actuel maire de Creil pense que vous avez monté les choses en épingle. Je reste écœuré que l'on puisse oser encore aujourd'hui un bluff aussi immonde, aussi énorme, aussi affligeant. Que le maire de Creil ose tenter de tromper les gens en prétendant une chose pareille, c'est une vilainie de plus. Quel regard portez-vous sur ces 30 ans? Je me suis retrouvé à Creil face à une première tentative d'ouvrir une brèche dans la cité de l'islamisme conquérant. Je n'étais ni de droite ni de gauche, ni d'extrême droite ni de droite extrême. J'étais là. Je suis certain que la décision de porter le fer à Creil est venue de loin et que l'inertie de la mairie, sa complicité aveugle ont joué leur rôle. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, il doit sans dire que nous sommes face à un phénomène historique. Le système capitaliste financier actuel est une horreur. Les pensées se stérilisent, les pays s'appauvrissent, les idéaux reculent. Si on continue à ce rythme, un jour ou l'autre, comme ça a toujours été dans le cas dans l'histoire, notre pays sera bon à prendre. Signé Ernest Chenière. Voilà, je vous ai résumé les choses. J'ai aussi, beaucoup... je vous signale quand même l'ouvrage de Thomas Deltombe, l'islam imaginaire, la construction thématique médiatique de l'islamophobie en France, 1975-2005, qui fera que je démissionnerai des réseaux si on l'achète pour le mettre dans la bibliothèque, qui insiste sur le rôle des médias dans la construction du problème du voile. Il est certain que Antenne 2, vous les avez sur Internet, sur Antenne 2 et dans le Nouvel Obs, il y a eu une concurrence extrême pour faire de cette affaire quelque chose. Juste après, 9 novembre, le mur de Berlin tombe. Donc ça tombe tout ça. On dit ça disparaît totalement. Parlons laïcité. Merci beaucoup François-Joseph pour cet éclairage
en détail de chaque étape de cet épisode que ça a été. On va bien sûr passer la parole pour les questions et bien sûr on aura plein de réponses. On voit que notre Jean-Cri international continue ses dessins depuis le début de l'émission et on lui donnera la parole un peu plus tard. Avez-vous des questions ? Oui, enfin je dirais que ça fait donc 4 ans où je suis impliquée donc, dans le cadre de la laïcité. Et je dirais que le foulard de Creil, c'était quand même un sujet extrêmement récurrent qu'on a abordé quasiment tous les lundis. Voilà, dernièrement, donc moi je me suis beaucoup appuyée sur les livres de Mohamed Sifawi, mais que je trouve pour ma part très très vrai, très qui est sans concession justement avec tous ces politiques qui ont dévoyé la République. Alors, j'aurais une petite réponse et une précision pour notre ami et camarade de combat Eliane. Nous sommes en 1989 exactement, et l'immense majorité de l'islam de France est étranger à cette époque-là. Nous sommes 30 ans en arrière, c'est-à-dire 3 générations. Ce sont des travailleurs immigrés, ce ne sont pas encore des musulmans français. C'est ce qui fait, vous l'avez entendu, que pour résoudre le problème, on fait appel au roi du Maroc. On convoque l'ambassadeur qui va siffler la fin de la récréation. J'ai pas eu le temps, je pourrais vous le tenir parce que j'ai cherché et les personnes qui devaient me renseigner, qui sont dépositaires du renseignement, puisque ce sont des gens du renseignement, pour le dire, savoir ce qu'étaient devenues ces trois filles. Est-ce qu'elles sont devenues meneuses de revue au Moulin Rouge ou est-ce qu'elles sont parties en Syrie ? On ne peut pas vous le dire. On ne peut pas vous le dire. La seule chose que je puisse vous dire, c'est qu'effectivement, elles ont disparu aussi vite que c'était arrivé. Ernest Chénière vous le dit, grâce à des amis à lui, il dispose d'une cassette enregistrée à l'époque au même moment, en anglais, c'est-à-dire que la traduction est faite en anglais. Les Anglais sont très friands, dès qu'il faut mettre une cartouche à la France, ils sont au premier rang, ils sont même placés. Donc, le type est allé tout de suite. L'interview, elle n'a pas été donnée en France, elle a été donnée en Angleterre. Donc, il le dit très bien lui-même, c'était il y a 3 ans, il parle effectivement d'une offensive raisonnée, raisonnable. On parle de Creil, il y a 14 villes en France au même moment où ça part. Ça n'est médiatiquement, ce feu-là est éteint par le fait que, moins d'un mois plus tard, il se passe quelque chose au niveau international qui est hallucinant, que personne n'avait prévu, entre guillemets, qui surprend tout le monde, c'est l'effondrement du mur de Berlin. L'emballement du mur de Berlin, la décomposition du bloc soviétique, la décomposition du pacte de Varsovie, qui va occuper et qui va bien montrer qu'effectivement, on avait affaire à une offensive médiatique. Le rôle du courrier Picard, il y a cette espèce de macération, parce que je pense que c'est le terme qu'il faut prendre, c'est un terme culinaire ou un terme de distillation. Nous sommes dans une macération. Nous sommes dans un bassin où se retrouve la misère sociale, conjuguée au parquage ethnique, conjuguée à l'interrogation sur le devenir, avec des débuts de revendications qui sont loin d'être sociales, avec une mairie complice, avec tout un système. Vous allez voir, enfin, Ancien, le député, est battu. Il fait appel à son pote Jospin. Vous avez entendu la réponse de Lionel Jospin, qui aujourd'hui est aberrante. Mais c'est pour ça que j'ai souhaité, plutôt que de vous la lire, je remercie notre technicien de vous la faire entendre, parce que c'est ça. Jacques Lang, le parangon de la vertu, la culture portée, qui vous met ça. C'est-à-dire que d'un côté, ce royaume de rajouter à ce qui peut être le plus intéressant, la liberté contre l'ennemi de la liberté, c'est hallucinant. Merci à la commission Stasi, merci au président Chirac d'avoir sifflé la fin de la récréation en étant de ce côté-là intransigeant dès le premier truc. Il existe une autre interview dans le même, d'ailleurs, c'est sur le Parisien, c'est ça, je crois que c'est le Parisien. Vous avez l'interview d'Ernest Chénière qui dit « Mais il n'y aura pas plus de croix gammée que de kippa, il n'y aura rien. Nous sommes en 89. En 89, Ernest Chénière vous parle de ce qu'il y aura dans la loi de 2004, promulguée en 2004. Rien, pas l'ombre d'un signe, on ne transige pas. C'est pas un petit morceau, encore un petit morceau, non, c'est rien. C'est comme ça, c'est la loi. Un petit peu rien, c'est la loi, c'est comme ça. Donc c'est absolutisme. Alors, ce qui n'était effectivement, je parlerai de grossièreté. J'ai tendance à penser que le droit français
est quelque chose de bien bâti et quelque chose qui est fin, au sens de sel fin par rapport à du sel grossier. Et que face à cette finesse d'esprit, cette finesse de raisonnement, cette acuité de raisonnement, on oppose la grossièreté, parce qu'il n'y a pas de truc, de pensée lourde et rétrograde. C'est mon sentiment. Je le partage avec moi-même, je ne vous demande pas de le partager, mais au nom de la liberté de conscience, je oppose la finesse à la grossièreté. Et je crois que l'esprit qui a prévalu à la rédaction du Code civil, l'esprit qui a révalué, n'ont rien à faire. Alors, c'est avec d'autres, je dirais, c'est là. Je rappelle qu'Ernest Chénière, il avait auparavant attrapé les gens qui, pour l'histoire du Shabbat, le vendredi et autres. Bon, voilà où on en est. Je pense que vous avez vu le rapport qui date de cette semaine. Enfin, tous les journaux en ont fait leur chou gras de la Mivilude sur les atteintes à. On frôle le crétinisme. On en est au niveau du crétinisme. Voilà. Je ne vais pas prendre la douche parce qu'on va me voler mon masque, on va me voler mon image. Redescends sur terre. Notre combat, c'est aussi celui contre la bêtise et contre l'obscurantisme avant toute chose. Avant de le nommer, c'est la bêtise, la cuistrerie et l'obscurantisme. Il faut rappeler juste que la Mivilude, c'est l'organisation en France qui lutte contre les dérives sectaires et qui a sorti du coup un rapport effectivement cette semaine en disant que les dérives sectaires en France sont en augmentation sensible en ce moment. Je l'ai survolé. Je l'ai survolé parce que j'ai contourné un peu. Il faut l'acheter, ça coûte cher. Mais les bonnes pages, enfin donc les exégèses commencent à sortir. Il y a quelque chose d'intéressant. C'est que la première fois que le religieux n'est pas en tête. C'est-à-dire que le ventre de la Havette est encore fécond. Ce n'est plus le religieux qui arrive il est en deuxième ou en troisième position. Il est dépassé par le bien-être, le coaching et le développement personnel. Toute autre forme de chaîne qui sont encore une fois de fausses promesses de liberté pour enchaîner la liberté. S'il faut retenir quelque chose, mis à part le côté factuel de savoir que telle association fait ci, telle association fait ça, bon, on les a tous, les mangeurs de navets, les trucs ceci, cela, c'est pas bien. Les dérives sectaires des modes religieux, de tous les ultras de chaque religion, on les a. Mais les atteintes, alors, sur les études de la Mivilude, parce qu'il y a les remontées de l'éducation nationale qui ont sorti les clairons aussi pour dire attention là, c'est bien, enfin, ça commence à avoir beaucoup de choses. Nous avons lu récemment, et vous l'avez vu récemment, il y a le recteur de la mosquée de Paris qui a sorti un texte pour dire qu'il n'y avait pas de vêtements inhérents à l'islam et autres, à propos de tout ce qui s'était passé avec les grandes robes, les ceci, les cela, les abayas, les trucs et autres. Encore une fois, c'est un peu taquiesque son histoire. C'est-à-dire que dans la mesure où il n'y en a pas, ça veut dire qu'on peut les autoriser. Si c'est pas musulman, tu viens pas en jupe à l'école. Enfin, sinon, tu vas voir Sandrine Rousseau, elle sert à ça, entre autres. Voilà. Alors, ce qui est assez dingue quand même, c'est 89, 2004, 15 ans. 15 ans d'attente avant que cette affaire finalement soit résolue par une loi. Est-ce que tu peux nous expliquer les étapes qu'il a fallu pour arriver à... Il y a eu Bayrou, entre-temps, 94, il y a eu le circulaire Bayrou, mais surtout le contexte international. Je dirais, si ça bouge comme ça, c'est parce que c'est l'islam qui est en crise. Or, juste en 90, un mois après, et en 91, c'est l'Irak. C'est le début des printemps arabes. 2001, je vous rappelle qu'il s'est passé des choses. Il y a une tour qui tombe aussi. Il y a l'apparition de tout ce terrorisme et autres, cette radicalisation et autres. J'ai plusieurs manières de voir la chose. On peut la voir de manière hexagonale parce que nous parlons du foulard à Creil. Mais si on prend la globalité du globe terrestre, l'islam sous toutes ses formes, qu'il soit sunnite, qu'il soit chiite, qu'il soit autre, c'est le Liban aussi, le Liban qui explose à ce moment-là. Bon, il y a des problèmes qu'il faut se poser. C'est la première guerre d'Irak, c'est le Koweït, c'est la guerre du Koweït. Donc tout ça font qu'il y a un trouble identitaire. Ce trouble identitaire, c'est celui d'une forme de forme d'islam. Il y a un excellent article qui est sorti il y a quelques années dans Le Monde. Je ne sais plus l'auteur, qui disait, un article de fond, il serait temps que l'islam affronte son protestantisme. Ça veut bien dire
Les mots savent bien dire la chose. On sait bien ce que cela veut dire. Affronter son protestantisme, c'est-à-dire faire une forme d'autocritique et autres. Bon. Après, vous avez du problème de structure. Encore une fois, je ne suis que dans le constat. Le fait de ne pas avoir de cléricalisme intégré permet à tout le monde et à personne de se proclamer, de s'autoproclamer. Ce problème des évangélistes chez les protestants, c'est le problème des islamistes radicaux. Le premier crétin qui sait à peine lire, canon auquel on a appris sous les coups de trick dans les madrasas à apprendre par cœur le Coran, va vous raconter tout et n'importe quoi au nom d'eux. Le croyant de base, auquel j'admets qu'il puisse avoir une foi, moi je ne remets pas la foi en question, va se trouver être un gibier et une potence pour ces gens-là. Voilà. Donc si vous mettez votre culotte sur un manche à balai et vous promenez dans la rue, vous avez 10 personnes pour vous suivre au bout d'un moment en procession aussi. Donc le fait de ne pas avoir de phénomène de rectification. Alors certains l'ont trop. Chez les Mormons, c'est trop. C'est tous les jours, on regarde au fond de votre culotte, c'est trop. Mais le fait de ne pas en avoir du tout, c'est-à-dire que le type, il est métallo à la SNECMA le matin et imam le soir, ça fait pas prêtre ouvrier. Ça fait truc. Le tout doublé de communautarisme, le tout doublé de... On parlait des 3000 mosquées en France. C'est pas parce qu'il y a un besoin, c'est parce que chacun a autre. Vous avez, à Courcouronne, vous avez la plus grande mosquée au sud de Paris. Belle réalisation et tout, il n'y a pas de souci. Vous avez un recteur et autres. Ah ben non, comme c'est pas une mosquée kurde, ils ont pris un hangar à côté où c'est les Kurdes qui vont là-bas. Vous avez une autre tentative qui était faite, comme très souvent, avec les Comoriens. Chacun voulant effectivement avoir l'ascendant sur. Il ne m'appartient pas de juger. Moi, je trouble à l'ordre public, on casse, c'est tout. Il y a aujourd'hui une loi. Notre but, c'est qu'elle soit appliquée sans rien. Quand vous mettez le doigt dans la prise, il suffit de ça pour être électrocuté. C'est pas la peine de rentrer le bras. Vous mettez les doigts dans la prise, c'est le début du truc qui vous électrocute totalement. Oui, bonsoir. Alors, premier dessin, j'avais trouvé très intéressant dans les précédentes interventions qu'il y avait eu donc dans le cadre de ces jeudis de la laïcité, où comment à un moment certains on en envoie devant certains pour ouvrir les portes pour casser la laïcité. Et là, il se trouve qu'en l'occurrence, le dessin que j'ai fait, j'ai mis donc 3 religieux, pour ne pas utiliser le terme générique de curé. On progresse. Donc un imam, un rabbin et puis un curé. Et puis qui disent à une jeune fille avec un voile, vas-y, passe devant, puisqu'effectivement très souvent c'est manipulé comme ça et c'est ça qui met le bazar. Et puis après tout le monde rebondit dessus. Et puis comme par hasard les ficelles, c'est ce que tu disais tout à l'heure, les ficelles sont tirées un peu comme ça. Je dirais que oui et non. Moi je pensais que je suis cathophobe et l'inverse. Il faudra relire, et ça c'est important, voir. Il faudra relire les attendus, très comme souvent, de la commission Stasi. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Parce qu'il y a les interviews, il y a les personnes qui sont interviewées et autres. Et je pense que, en ce qui concerne tout du moins l'Église de France, il y a longtemps que la question a été tranchée, dans la mesure où, 2 points, elle n'a pas besoin de l'espace laïque, puisqu'elle a ses lycées. Elle n'a pas besoin de cet espace laïque. Et encore, même, je connais nombre d'établissements dits catholiques, dits libres, où le catéchisme ou étude de la Bible est en option. Tout à fait. En même temps, l'idée, c'était pas forcément vis-à-vis de l'école, c'était pour les attaques à la laïcité au sens large du terme. D'accord, oui. Et effectivement, que ce soit les catholiques ou les autres, il n'y en a pas un pour acheter l'autre, pour essayer de grappiller un petit peu sur la sphère publique. Mais attention, encore une fois, comparaison n'est pas raison. Et le fait de les mettre là-dedans exonère. Il ne faut pas se leurrer. L'offensive que l'on soutient, qui est aujourd'hui, que l'on arrive aujourd'hui, elle est en majeure partie, on sait d'où elle vient. Elle a été identifiée. Il est clair que la période là, ce n'est plus le cas. La chrétienté n'est plus aussi forte dans cette partie-là. Aujourd'hui, c'est une autre religion qui. C'est là que tu te trompes. Elle a aujourd'hui beaucoup plus de force qu'elle n'en a eu. Elle a aujourd'hui beaucoup plus de force qu'elle n'en a eu. Donc voilà. Dans tous les cas, c'est pas forcément la religion chrétienne qui fait le plus d'entrisme aujourd'hui, bruyamment, même si dans certains pays. Je vais te dire, 100 000 chrétiens, mais je vais te dire, les chiffres sont ceux de l'ONU. 120 000 chrétiens massacrés, parce qu'ils croient. Je dis pas accident de voiture en Pologne ou en Irlande.
C'est Nigeria, c'est ceci, cela. C'est ceux qui payent les pots actuellement, c'est chrétiens. Les attentats à Jakarta, ça vise pas les boîtes de nuit. Hein. Les Boko Haram, ils visent quoi? Ils visent les éclives du Kenya. La cible, elle est là. Ça confirme que la religion c'est perso et que dès qu'il y a de la religion c'est le bouzouf. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Donc voilà. Et puis deuxième dessin, un autre dessin où y a Dark Vador qui est à l'entrée du collège. Et puis donc il y a écrit 1989, l'affaire du voile Creil, et puis Dark Vador qui est habillé en noir comme certaines qu'on voit. Et demandez-moi, je peux rentrer. Et donc la personne à l'entrée lui dit est-ce que c'est religieux ou pas? Voilà. Je pense qu'il y a une religion intergalactique et qui est en train dont les vaisseaux s'approchent dangereusement de notre planète et qui cherche à nous convertir à je ne sais pas quoi, à la kryptonite peut-être. C'est la question de Superman, la kryptonite. Oui. Donc là, on est vraiment sur une autre approche. Alors moi, c'est pas une question, c'est une réflexion, parce qu'en 89, j'étais enseignante dans le primaire, j'étais institutrice, et d'ailleurs toujours en ZEP, institutrice spécialisée. Et je pense que vraiment nous avons été naïfs. Vraiment. À l'époque, je me souviens de l'histoire du voile de Creil. Je me disais, on se disait d'ailleurs, il y en avait qui disaient ah non, pas du tout, pas du tout. D'autres qui se disaient oh, qu'est-ce qu'on risque avec des gamins quoi. Je pense qu'on voyait pas toutes les implications qu'on voit maintenant. Et du coup, d'abord, je ne connaissais pas cette interview du principal de collège, parce que là, ça dénote effectivement beaucoup de choses qui n'ont pas été relayées au niveau d'éducation nationale. Et ce dont je me souviens aussi après coup, donc la montée médiatique, clairement, on s'est dit mais c'est monté, ça suffit quoi, ça va. Et ce dont je me souviens bien, c'est le lâchage des cadres de l'éducation nationale vis-à-vis de nous les gens de la base, quoi, les enseignants de base. Je vais dire deux choses. Je suis fils d'instituteur moi-même à la base, mari d'institutrice à la base aussi. Nous avons tous évolué. Donc, ce qui fait que je pense que, comme je te le disais, on dit tu ici à tout le monde, c'est pour ça. Je te le disais, j'ai commencé instituteur, je ne le suis plus. Donc, c'est à la base. À la base, j'étais instituteur. Mon épouse aussi. Il n'y avait pas eu encore cette crise de l'islam, cette occupation du paysage médiatico, tout ce que tu voudras, qui fait que tu as une partie des musulmans qui en dit encore du mal de nous. C'est pas moi qui mets les bombes, chérie. Moi, je veux bien. Si effectivement le grand spaghetti interstellaire, l'ennemi de la théière rose invisible, occupait l'espace médiatique, il y aurait des soucis. Les bombes, elles sont mises par quelqu'un. Je suis dans le constat. S'ils étaient mis par des trucs bleus avec un petit ton, on disait c'est des schtroumpfs. C'est pas le cas. Voilà. Et s'ils étaient un chapeau avec un truc, on appelle ça les champignons. C'est pas le cas. Donc, le principe est là. L'ennui, ça a été, et c'est là que c'est le truc, c'est que l'école, qui est le ciment de la République, tu parlais d'instituteur. Instituer. Pourquoi ça s'appelle instituteur? C'est pas professeur, c'est instituteur. J'institue la République. Ce qu'on a appelé les hussards noirs, c'est ceux qui instituaient la République. C'est-à-dire l'égalité entre les hommes et les femmes. Je rappelle qu'il y avait l'égalité entre les hommes et les femmes, elle était faite aussi par l'école publique. Une école de filles, une école de garçons. Ils passaient le même certificat, ils faisaient ceci, cela. Bon. C'est donc instituer quelque chose, et on institue la République. Et c'est ça. Tout ce qui permet de faire nation est attaqué. Eliane pourrait parler, comme on en a parlé souvent, du sport, puisqu'elle est allée avec Herzog, un truc. Tout ce qui permet effectivement de libérer, tout ce qui permet d'avoir une liberté, c'est une liberté de conscience, une liberté de pratique, est attaqué au nom d'une forme d'obscurantisme. Il peut venir de n'importe où. Aujourd'hui, il porte ce nom, il y en aura un autre demain. Il y en aura un autre demain. C'est ce que je disais, il n'y a aucun souci de ce côté-là, je ne m'en fais aucun. Dès lors que, on se demande, est-ce que ça gêne? Est-ce que moi, je gêne en reconnaissant la liberté absolue de conscience à tout le monde? Qui je dérange? Qui je peux déranger? Qui je peux déranger? Quand j'écris sur les murs 1 égale 1, si ça dérange quelqu'un, il va prendre une gifle. Au bout d'un moment, il faut en arriver à ça. Parce que c'est une doxa, ça ne doit plus se démontrer. C'est effectif, c'est 1 égale 1, c'est tout. La religion, c'est perso, point, ça ne se démontre pas, c'est comme ça. Tu peux te rouler par terre, tu peux tout faire, on ne dérogera pas à ce principe. Et alors, à l'époque, il faut savoir que, alors que le président Giscard d'Estaing, dans sa sagesse, c'est une plaisanterie bien entendu,
avait accueilli l'imam Khomeini, le premier pays à dire « il y en a marre de cette laïcité à la française », ça a été l'Iran. Donc il y a bien des ramifications, il y a bien quelque chose et autres. Je rappellerai, nous avons discuté, lorsque de manière plus ou moins légale, il ne m'appartient pas de m'immiscer dans les politiques et dans les gestions politiques de chaque pays. Mais lorsque les frères musulmans arrivent au pouvoir en Égypte, ils prennent 54 milliards dans les caisses. Mais quand je dis prennent, c'est de manière grossière. C'est je prends les sous, je les mets dans la poche. Donc il y a quelque part 50 et quelques milliards de dollars qui traînent, qui peuvent servir à tous ceux. Je ne pense pas que ça soit pour créer des crèches. Je ne pense pas que ça soit pour aider à l'impression de livres ou fournir des manuels scolaires. Je ne pense pas. Je vois plutôt des belles requêtes, je vois plutôt des choses comme ça, ou bien de financer des gens qui servent à rien. Ça, je les vois comme ça, qui permettent effectivement ces troupeaux errants que l'on a. Même chose avec la Palestine. Même chose. De manière récurrente, il y a ce rappel effectivement de ce péché originel de la Palestine. Encore une fois, c'est l'affaire des pays arabes frontaliers et de l'État d'Israël. Qu'est-ce que j'ai à faire moi là-dedans ? Point à la ligne. Je peux avoir un constat de citoyen qui consiste à dire il y a des choses à faire, des choses qui ne se font pas, il y a le respect des traités internationaux, ça, oui, mais après pour le reste, on ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas oublier donc que cette situation. Et en 89, dans l'euphorie de ce bicentenaire, des choses ont été reléguées au deuxième plan. Comme je dis, vous l'avez entendu, Jospin, vous l'avez entendu. Michel Rocard, par grandeur d'âme, je ne vous ai pas mis déclaration de Rocard. Rocard le soutient. Il y a deux ministres qui sont contre, qui montent au carton, s'échevènement, violemment, et Laurent Fabius. Laurent Fabius qui va se prendre une volée de voix vert en disant « Ah, vous avez vu, à votre avis, pourquoi il est contre le foulard ? Suivez mon regard. » C'est les deux seuls. Les autres, silence de mort. Les députés, vous avez une vidéo qui a été prise à l'Assemblée nationale, ce sont les députés PS du Puy-de-Dôme, Charras et une compagnie et tout, qui sont arrivés avec les foulards, façon les vampes à l'Assemblée, en disant pourquoi, si on peut rentrer à l'école avec, pourquoi on ne peut pas rentrer à l'Assemblée ? Donc ça, ils ont traité. Ça a été l'éclatement de ça, au nom d'une espèce de droit de l'homisme suranné et dépassé, qui n'a plus de raison d'être, qui n'a pas de racine, si ce n'est qu'une espèce d'émotion qui n'est bâtie sur rien. Ce qui nous cimente, c'est le droit de la République, et c'est le droit, et c'est les lois de la République. Voilà, elles peuvent être immatérielles, elles peuvent changer. Quoi qu'on en dise, il y a des députés, ils sont élus, le droit de vote, tout le monde l'a, le droit de vote, tout le monde le truc. Si on veut faire passer des lois, il faut aller secouer son député dans sa permanence, il faut le secouer, il faut dire voilà, c'est bon. C'est ce qui s'est passé. Chirac, il a pris la colère rouge. Un peu. Pourquoi ? Parce qu'il avait ressenti et autres, pour des tas de raisons, informé par des tas d'autres personnes, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses, il a senti qu'il y avait quelque chose qui allait craquer. Bon, Stasi à l'époque, je vous rappelle que le Bernard Stasi qui fait la loi, en 89, il est pour la liberté du voile. Hein. Alors vous me direz, Philippe de Villiers aussi, pour d'autres raisons. Au nom de la liberté de conscience. Alors, la liberté de conscience, c'est pas ça. Aujourd'hui, l'Iran, parce qu'en 89, c'est vrai, aujourd'hui, l'Iran et autres, et tous ces grands mouvements qu'on a eus, Al-Qaïda et puis tout ça, nous ont montré Dark Side of the Moon, le côté noir de la Lune. Hein. Le côté noir de la Lune qui influence. Alors, quand on parle de religion, de paix, d'amour et autres, moi, j'ai rien contre. On a le droit d'avoir une religion, on a le droit de la pratiquer. Il y a des choses qui me dérangent quand même. Hein, voilà, il y a des choses qui me dérangent quand même. Bon, vous avez vu ce dessin qui a fait Flores aussi il y a quelques temps, où on voit de pauvres filles se faire bastonner en Iran, et le gardien de la Révolution qui donne un coup de fouet à la fille, dit tu peux pas, regarde, la France a toujours été un exemple. Il te montre la piscine de Grenoble. Je crois, comme Chénière, je crois de Clovis à Clémenceau, je crois qu'il y a effectivement tout un long enchaînement historique, politique au sens de gestion du quotidien, au sens de, qui fait que l'on doit, la loi de 1905, pas besoin d'y toucher, pas besoin d'être tricoté. Il n'y a pas besoin d'inscrire de laïcité dans la République, dans notre truc. C'est finement inclus, c'est dedans. Ça ne peut pas être autrement. Il ne peut pas en être autrement. Liberté, égalité, fraternité, c'est les trois composantes de la laïcité. Point. Donc on n'est pas obligé de le dire.
Si on boit, on fait pipi. Est-ce que je dis je fais pipi chaque fois que je bois? Non. Pardon d'être trivial. J'attends vos questions. Alors, je me suis laissé dire que peu de temps avant que ces 3 femmes soient venues en voile dans leur établissement scolaire, il y a un élève qui est venu avec une kippa. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Ça a été dit dans le... Oui, mais justement, est-ce qu'on peut détailler un petit peu cette affaire? C'est-à-dire que le vendredi et le samedi, les élèves... Alors ça, il faut savoir que ça a été 2 choses. C'était la réplique, tout de suite, de l'antisémitisme islamique de base. Ouais, mais il y a des juifs. Oui, tu vas te poser, tu vas éviter de nous faire vivre tes fantasmes. Ils se sont servis ça de contre-exemple. Quelques temps avant, Chénière te dit, j'ai eu à déjeuner ou à dîner avec la représentante de la communauté juive parce que les élèves séchaient le vendredi et le samedi, jour de sabbat. Il a même eu, il a eu un procès avec une lettre qui arrivait de l'ONU, l'antisémitisme, la fatwa. Ça a été résolu de la même façon. Il faut savoir que les filles ont disparu, elles sont pas passées, hop, elles sont parties, on ne sait pas où elles sont. On ne sait pas où elles sont. Je rappelle, encore une fois, c'est important, qu'elles étaient étrangères. Je rappelle qu'elles étaient étrangères. C'était pas des nées ici. Elles arrivaient directement de. Je parlais tout à l'heure de mission locale. Moi, j'ai eu un exemple une fois hallucinant. La mission locale, c'est aussi un centre de formation. Donc, on avait un jour ramenés par peut-être les réseaux, j'en sais rien, enfin, des associations, des jumelles kurdes. Mais bien, la jupe noire jusque sur les souliers, les bas noirs, le grand truc et autres, sur la tête, et le père et les frères qui voulaient assister à la formation. Ils ne parlaient pas français ni eux non plus. Bon, c'est la police qui est intervenue. Question à se poser. Enfin, il faut se poser des questions sur la présence sur le territoire de la République, pas de la France, de la République. Je ne parle pas de la France, je parle de la République. De tels états d'esprit. Ils sont... Non, tu sais tout, il faut le savoir. À la crèche, c'était la même chose. Il y a eu la crèche qui était là-bas. La crèche qui était là-bas, elle a été supprimée. Elle a été supprimée, la crèche. Elle était là-bas, il y avait une crèche. Et il y avait ça, les gamins, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. On ne les mélange pas. Quand on dit là-bas, c'est où pour les auditeurs qui entendent l'émission de radio? Pyramide. Au quartier des Pyramides à Ivry-Courcouronne. Oui. Pyramides à Ivry-Courcouronne. On a toutes ces petites... Je parlais tout à l'heure d'instituteurs. Toutes ces petites trucs. Moi, ma mère est institutrice à Draveil, une banlieue. C'est une ZEP, banlieue. C'est une ZEP, à l'école Jean Jaurès, plein centre-ville. Et un jour, il y a eu un drame parce qu'il y a une gamine qui, rentrant à la maison, a vomi. Partout. Ouais, mais elle a vomi du jambon. Ah oui, elle était musulmane, elle n'a pas le droit de manger de jambon. Qu'est-ce qu'elle fait comme l'autre n'avait pas le droit? C'est ce que c'est, transcender l'interdit. Elle a couru la première, s'est jetée, elle a bouffé tout ce qu'elle a pu. Elle a été malade, elle a vomi. Bon. Ça n'a pas été le GIGN, mais presque. Moi, je combats la crasse intellectuelle. Au nom de la lumière. La lumière avec un petit L, la lumière avec un grand L. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Justement, donc je disais, après avoir eu les philosophes des Lumières, on est dans le crépusculaire le plus total. Je ne sais pas si on est dans le crépusculaire. Une chose dont je suis sûr, c'est qu'on est dans la cible. Ça, dans la cible, ça, il n'y a pas de souci. On est une cible pour tous ceux que ça dérange. Alors, moi, je veux dire, si Dieu existe, moi, il ne m'appartient pas de vous dire s'il existe ou pas. Moi, j'ai une conception de la chose. Je crois ce que je veux. Il n'a pas besoin de moi. Il n'a pas besoin de moi à plus d'un titre pour exister. Il n'a pas besoin de moi. Il n'a pas besoin que je le défende. Je n'ai pas besoin d'être un soldat de quelque dieu que ce soit, dans la mesure où, j'ouvre les guillemets, il fait ce qu'il veut. Donc, cette espèce de crétinisme, cette espèce de prise de possession des esprits par tout le monde et personne, il faut la refuser, mais partout. Une logique qu'on voit quand même dans cette intervention, c'est l'aller-retour permanent entre le rapport de force qui peut être local, on l'a vu avec cette mairie et puis le lycée où il y avait déjà des choses qui se passaient avant l'arrivée de ce proviseur, et des choses internationales. Voilà, le 11 septembre, ça a été dit, d'autres événements, la chute du mur de Berlin, qui font aussi que la petite histoire locale se rattache parfois à la grande histoire. Et c'est intéressant aussi de voir qu'une actualité chasse l'autre.
et que ce quatrième pouvoir qu'est la presse a réellement un pouvoir. On l'a vu là avec ce courrier Picard qui fait cet article. Et c'est ce basculement qu'on a à chaque instant sur cette situation. On peut voir encore d'autres éléments encore aujourd'hui. On a, il y a quelques jours, quelques semaines peut-être, sur TikTok, des filles qui sont lancées à des collégiens, surtout des lycéens, de venir avec des voiles dans les établissements scolaires, de se prendre en photo avec et de les balancer sur TikTok en montrant, regardez, on a bravé l'interdit là-dessus. Alors, je vais avoir un peu un commentaire là-dessus pour essayer de comprendre par rapport justement à ces effets-là, comment on peut l'interpréter. Et tu l'as fort justement dit, il y a un quatrième pouvoir qui est à l'affût d'eux. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que ça buzz. Alors, je n'aime pas le terme parce que je n'aime pas les termes anglais. Moi, je parle de faire florès. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a l'aspect économique. Plus ça buzz, plus tu auras de publicité sur ce réseau social, plus tu paieras pour être dessus. Bon. Donc, encore une fois, c'est l'argent qui est à la base de tout. On a ça. Après, tu as le trouble identitaire. Tu te dis, mais est-ce que l'école qui était le forget le creuset de la République est devenue quelque chose ? On peut se taper la tête en disant, mais oui, il y avait aussi le service militaire, qu'est-ce que c'est devenu ? Qui était un phénomène d'unification. Hein, qu'est-ce que c'est devenu ? Donc tout ce qui effectivement structurait la République est attaqué. Est attaqué pourquoi ? Parce que il est attaqué par des personnes pour lesquelles le mot République ne veut rien dire. Quand tu fuis des pays, entre guillemets, où les répressions se font, tu devrais plutôt être un adepte de la République, tu devrais plutôt être un adepte de la loi, tu devrais plutôt être un adepte du droit, que d'arriver, parce que dans ces cas-là, tu tombes dans le populisme en disant, écoutez, si chez moi c'est pas bien, il fallait rester chez vous. Je te parle de ceux qui sont exogènes. Après, malheureusement, la Syrie nous a montré, les départs en Syrie nous ont montré l'échec de l'intégration, parce que c'est intégration, assimilation. Aujourd'hui, c'est des politiques de peuplement, tout simplement. Il n'y a pas d'assimilation. Le modèle français, alors je ne dis pas qu'il faut avoir un béret, une baguette et autres, n'est plus perçu comme. On a une mondialisation qui fait que aujourd'hui, dans les quartiers, on rêve plus on veut être footballeur ou être influenceur à Dubaï. Demande aux gens, tu préfères quoi ? Ton fils il soit footballeur ou qu'il fasse normal sup ? Tu vas être étonné de la réponse. À plus d'un titre. Après, tu as raison, à qui le crime profite ? Le crime profite à ceux qui veulent déstructurer. Nous avons une amie commune qui pense qu'il faut tout déconstruire. Eh ben non. Au contraire, tout se construit dans l'ordre. Tout se construit dans l'ordre et dans le respect, encore une fois, de la loi, dans le respect des textes et dans le respect des codes qui sont faits. Tout ça, on a une histoire. Si on reconsidère l'histoire, peuple sans histoire est un peuple sans racines, il est appelé à être disparu. Donc cette espèce de mondialisation, regardez déjà rien ce qui se passe avec l'Europe, les tensions qu'il y a sur l'Europe. On t'a dit l'Europe c'est la paix. Oui, il y a la guerre en Ukraine, on s'est tapé le Kosovo. Bon, il y a mieux comme paix. Hein. La monnaie commune, oui, c'est pas faux. Enfin, c'est là, maintenant, c'est défoncé par le dollar. Il est certain que ça crée des mouvements de rancœur. Je les ai appelés comme ça. Ça crée de la rancœur. Après, tu as l'idéalisation qui joue aussi. Le dicton français te le dit. L'herbe du voisin est toujours plus verte. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu quittes la France avec la Sécu pour aller vivre dans un camp en Syrie ? Qu'est-ce qui peut te faire ça ? Qu'est-ce qui peut, je vais pas dire raisonnablement, parce qu'on n'est plus du domaine de la raison. On n'est plus du domaine de la raison. Tu as dans les mémoires de Pierre Mendès France, faut pas le dire, c'est le premier qui en parle. Vrai, ça fait beaucoup à parler. Un dicton yiddish de tous ceux qui partaient avant-guerre, après la guerre de 14. Heureux comme Dieu en France. En yiddish. C'est-à-dire parlé par les populations pauvres et tout, de tout l'Est, là-bas, de l'autre côté du Danube. Voilà. Heureux comme Dieu en France. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y avait représenté quelque chose, comme je disais, la traduction en français, en chinois de France, c'est Faguo, le pays de la loi. Je crois que quand on voit Creil, on n'est pas le pays de la loi. Plus d'un titre. Et que ceux qui alors, je ne peux, encore une fois,
sans faire de redit, de dire aujourd'hui nous avons cette arme. Merci au président Chirac, puisque c'était lui, ça aurait été Mitterrand, ça aurait été merci au président Mitterrand, mais c'était le président Chirac, merci de cette loi de 2004 qui pose la question bien comme il faut. Après, je ne suis pas garant de la lâcheté des hommes et des femmes, hein. Parce que ce qu'il faut retenir de l'affaire de Creil, c'est la lâcheté, avant toute chose. Je rappelle la sœur de Samuel Paty, il y a 2 semaines, au cimetière où est enterré son frère, dans son discours que vous trouvez sur Internet, rappelle avec force et conviction que si son frère n'avait pas été sauvagement égorgé, il aurait été sanctionné par l'éducation nationale. Surtout pas de vague. Retenez toujours la lâcheté et surtout pas de vague. L'avantage, c'est que c'est comme la langue des hommes, ce 4e pouvoir. C'est la pire et la meilleure des choses. La pire parce que ça a fait monter la chose en pointe. La meilleure parce que ça a permis de la révéler. Ça a permis de la révéler et ça a permis de trouver 2004. La loi de 2004. La circulaire Bayrou qui bégayait un peu, qui était sur la voie. Je pense que c'est surtout parce que Mario Stasi était le bâtonnier, était quelqu'un de bien, le frère de l'autre Stasi. Bon. Je pense qu'il faut regarder les choses comme ça. Et après, vous avez encore une fois, on va dire un petit cocorico, la spécificité et l'originalité de la laïcité à la française. Ça dérange, c'est ton problème, c'est pas le mien. Il faut avoir, dans ces cas-là, un vrai et un élan partagé de souveraineté, au sens noble du terme. C'est-à-dire que nous avons construit ensemble. C'est Chenu, l'historien Pierre Chenu, qui disait « Nous vivons sur 15 milliards de cadavres ». C'est un démographe, il savait combien il y avait eu de Gaulois. Donc ça fait 15 milliards aujourd'hui. Il est mort il y a 20 ans. Bon. Le nombre de générations multiplié par ceci, ça fait 15 milliards. Nous vivons sur 15 milliards de cadavres. Ces 15 milliards de cadavres ont vécu, ont aimé, ont édicté des lois, lesquelles sont ceci. Il y a des choses intéressantes, c'est de voir que par exemple les codes assyriens ou autres, en matière de liberté de pensée, sont édictés il y a plus de 3500 ans, sont plus proches de notre conception de la laïcité aujourd'hui que de l'obscurantisme qui règne dans nombre de pays. C'est assez amusant de voir ça. Et d'ailleurs, de voir que les Assyriens de ces pays-là, aujourd'hui, sont musulmanisés, alors que c'est de là que ça part. Enfin, la Perse de 1000 ans avant Jésus-Christ, ou avant l'an 0, comme vous voulez, c'est pas l'Iran d'aujourd'hui. C'est pas l'Iran d'aujourd'hui. Je ne vous rappellerai pas peut-être que je le rappelle à Jacques Lang, l'épisode des Bouddhas, enfin, un coup de canon. Si tant est que, l'homme de culture. Mais je pense qu'ils ont oublié. Ils ont oublié. Alors, il faut leur rendre grâce. Au nom de la liberté, mais si ça avait été unanime, on aurait pu se poser la question. Mais ça a fracturé. Ça a fracturé de manière... La preuve en est, c'est que notre ami Chevènement a démissionné après. Fabius a bien travaillé aussi. Mais à l'époque, il était ferme sur les prix. Il était ferme là-dessus. Donc nous attendons maintenant les suites. Je pense que, comme le disait, je crois que c'est Liane, la lâcheté et surtout pas de vague sont les pires ennemis. Qu'est-ce qui s'est passé pour Samuel Paty, pour faire une anicroche ? Pas de ça chez nous. Pas de ça chez nous. C'est comme la vérole avec la bonne au 19e siècle. Pas de ça chez nous. Ça peut pas être chez nous, ça c'est les banlieues là-bas, les Creil, machin, noirs, les arabes, les jaunes, les verts, les rouges. Pas chez nous. Pas chez nous. Collège du 78, propre, net, blanc. Non, pas chez nous. Et avec l'aval de l'Éducation nationale. Il vous le dit, hein. Alors je rappellerai un scandale. D'ailleurs, je veux qu'on crée le comité. Ernest Chénière était proviseur. Donc c'est quand même ce qui a fait de mieux au sein de l'Éducation nationale. Hein, il a terminé proviseur, il y a des tas de choses et tout. Il n'a pas les palmes académiques. Il n'a jamais eu les palmes académiques. Je pense qu'il y aurait un symbole, effectivement, aujourd'hui, c'est de lui remettre les palmes académiques. Voilà. Ça ne s'invente pas. Enfin, et on se demande pourquoi. C'est que même la Scott Live, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va dire si on fait ça ? Mais tu es souverain, tu es chez toi. J'ai peur de rien. Oui, je donne les palmes académiques à Ernest Chénière. Je ne parle même pas de la Légion d'honneur, c'est les palmes académiques. C'est-à-dire les services rendus à l'Éducation nationale. Voilà. Je vous remercie de votre compréhension, de votre résilience, de votre amabilité à mon égard. Je
J'aurais pu faire 100 fois mieux, mais comme disait Petit Boy Scout, j'ai fait de mon mieux. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.res-evry.fr. Merci beaucoup François-Joseph pour tout ça. Je pense qu'il mérite quelques applaudissements. Merci beaucoup, effectivement. Ça fait du bien de faire un peu de rétrospectif quelques temps après, quand on n'est plus dans le feu de l'actualité. On voit que d'autres feux de l'actualité mettent en place et de reprendre les choses en condition après. Alors, nous avons fini bien sûr cette émission pour aujourd'hui, mais nous allons vous redonner rendez-vous pour la prochaine qui aura lieu le jeudi 1er décembre. Jeudi 1er décembre, comme d'habitude, 17h à 19h, on va parler de radicalisation et de laïcité. Et nous aurons un invité très intéressant, Emmanuel Pierre Guittet, qui est chercheur qualifié et membre du programme de recherche AFFECT, qui est une évaluation des politiques belges de déradicalisation. Donc on va avoir un Belge qui va nous parler de ce sujet qui est ô combien sensible dans le moment, et on pourra bien sûr lui poser aussi toutes les questions. Merci à tous, merci à notre Jean-Cri International aussi pour ses magnifiques dessins, merci à notre public enthousiasme et endiablé, et puis merci encore une fois à notre réalisateur et à notre invité du jour, et donc on se redonne rendez-vous le 1er décembre. À bientôt. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.res-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.